Bonjour à tous. L'oplofomètre est une échelle que j'ai créée pour aider les militants pour le port d'armes à lutter contre la pensée anti-armes. Alors cette pensée est généralement qu'un simple copier-coller de lieux communs propagés par les médias grand public. Par exemple, pour comprendre tout de suite de quoi je parle, le plus répandu de ces copier-coller est évidemment, lorsqu'on évoque le rétablissement du port d'armes en France, le fameux « ce sera le Far West », comme aux États-Unis, où on n'est pas les cow-boys, où on voit bien ce que ça donne aux États-Unis. L'oplofomètre jauge le niveau de ce que je considère être un conditionnement à la peur des armes d'un interlocuteur selon ses réflexions les plus courantes. Et je vous propose une façon qui me paraît adéquate de réagir et quelques pistes, alors qui ne sont pas exhaustives bien entendu, pour inviter votre interlocuteur à se faire une opinion qui soit plus personnelle, ou en tout cas qui lui permette de ne pas rester coincé dans la camisole sociale, qu'il comprenne qu'il n'est pas le détenteur d'une vérité universelle à laquelle devraient se soumettre tous les autres hommes pour leur bien, selon lui, et malgré eux. Pour se faire comprendre, il faut être compréhensible. J'espère que cette vidéo aidera. Alors, qu'est-ce que l'oplophobie, d'où est tiré le nom oplofomètre? L'oplophobie est un terme qui a été inventé par Jeff Cooper, un Marines américain, à l'origine d'une technique d'apprentissage de tir de défense. Voici sa définition. L'oplophobie est le trouble mental caractérisé par une peur irrationnelle des armes, n'ayant rien à voir avec une appréhension normale envers ceux qui pourraient les porter. Par exemple, des personnes qui croisent des policiers armes à la ceinture sans que cela les inquiète, ou des chasseurs sur les chemins et qui ne s'en soucient pas, mais qui défaillent littéralement à l'idée que vous pourriez discrètement et légalement porter une arme pour vous défendre, alors que paradoxalement, ils vous connaissent ou vous fréquentent peut-être tous les jours. Si vous voulez approfondir la question du conditionnement anti-armes, de ses ressorts psychologiques, et comment y faire face d'une façon plus approfondie, et vous lancer dans le militantisme, je vous invite fortement à lire l'article du docteur Sarah Thompson, une psychiatre américaine pro-armes, intitulé « De la furie contre l'autodéfense ». C'est une lecture, à mes yeux, indispensable si on veut devenir un militant et comprendre et faire face à ces ressorts-là. Comprenez la graduation de l'oplofomètre. Le rejet de l'accès aux armes et son orchestration ne sont absolument pas anodins. C'est une expression plus ou moins forte et consciente de la volonté de soumettre l'individu qu'on veut priver de défense personnelle. L'arme, concrète et symbolique, le droit d'en posséder et encore plus d'en porter est un obstacle à cette soumission de l'individu. J'ai gradué en commençant par ce qui tient plus de la méconnaissance des questions liées aux armes, puis ensuite ce qui tient peut-être plus de l'intérêt personnel, d'être opposé à ce que les gens aient le moyen réel de se défendre et du mépris envers autrui. Puis on glisse vers l'idéologie qui, elle, est à mes yeux ignoble. Mais commençons déjà par les personnes qui ne souffrent pas de ces réflexes et sont ouvertes à ce sujet. Beaucoup de personnes ont un avis similaire au vôtre au sujet du port d'armes et du droit de se défendre, mais ne le partagent pas par peur des personnes conditionnées qui parfois représentent une autorité, ou par peur des personnes qui réagissent agressivement, surtout en groupe, s'autostimulant les uns les autres lorsqu'on évoque les armes positivement, ou même, aussi fou cela soit-il, la simple volonté de pouvoir défendre sa vie. Tout le monde ne veut pas ou n'est pas en position de se confronter à ce genre de situation pénible. Il y a pourtant souvent de bonnes surprises. Alors j'ai deux conseils. Mon premier conseil est donc de préférer le tête-à-tête. Les interactions sociales en groupe ne sont pas propices à un déconditionnement personnel, au contraire, ni même souvent à l'expression d'un avis personnel. La pression sociale, le crime de pensée, est l'outil commun des individus qui ne se pensent que par le groupe pour asservir les hommes à l'esprit libre ou qui sont différents. Mon deuxième conseil est d'évoquer l'ARPAC, l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Alors comprenez-moi bien, pas dans le but de faire la promotion de l'ARPAC, mais pour faire savoir que d'autres gens partagent ces idées au point qu'il existe une association dédiée à cette question. Ça peut rassurer certaines personnes qui ont besoin de ce genre de référence. Ce point vidé, j'en viens aux réflexions classiques pro-armes pour les étayer un peu. Le point central de la question de l'accès aux armes est le droit pour un homme, avec un grand H, de défendre sa vie. Si un individu a le droit de défendre sa vie, à la sûreté de sa personne et de résister à l'oppression,
il doit de facto avoir droit aux moyens concrets de le faire, sans quoi ces droits ne valent en réalité rien. Or, le seul moyen pour un individu de défendre sa vie d'une façon autonome est le port d'une arme à feu. Le port d'une arme à feu est, aussi bien concrètement que symboliquement, absolument irremplaçable. Extrait de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces droits, sans les moyens réels, concrets de les mettre en œuvre ou de les défendre, sont des mots vides de sens. On le comprend encore aujourd'hui à peu près aisément avec la presse ou la liberté d'expression quand elles ne sont pas respectées, bien que de moins en moins, avec les censures récentes. On peut aussi penser au droit de se déplacer, mais c'est la même chose pour l'accès aux armes et leur port pour les citoyens, et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Ne sous-estimez jamais l'importance de revendiquer un droit aussi évident de sa nature, soit-il, sans quoi il sera foulé aux pieds par le droit positif issu des rapports de force de la conquête du pouvoir. Ne pliez jamais. Le port d'armes est le respect de la liberté individuelle. La liberté de s'armer pour résister à une oppression, une agression, n'obligerait personne à le faire. Que ceux ne désirant pas résister, en tout cas ainsi, n'empêchent pas les innocents, les victimes de le faire. L'opposition au droit de posséder et porter des armes parce que nous ne serions pas libres ou nous ne devrions pas l'être est justifiée de multiples manières, génétique, aliénation de l'individu par la société, irresponsabilité de l'homme, volonté divine, des idéologies constructivistes, etc. Le contrôle des armes n'a pas pour sujet les armes en elles-mêmes, il a pour sujet le refus qu'un homme veuille ou puisse être autonome. La volonté de porter une arme et la volonté de pouvoir se défendre d'une façon libre et autonome pour le rester. La loi, par ailleurs, ne désarme que ceux qui la respectent. Votre désarmement est volontaire ou imposé par la force. Comprenez que si vous n'êtes pas armé, c'est pour la simple raison que vous ne voulez pas être armé. Parce que vous considérez ne pas avoir besoin d'armes, parce que vous respectez la loi. Qu'importe, c'est votre choix personnel. Mais si vous vouliez être armé, vous seriez armé. L'opposition à l'accès légal aux armes pour les civils utilise un mythe, le mythe du désarmement. Or, il n'y aura jamais de désarmement tant que les hommes auront un cerveau et des mains. On peut bien sûr penser au trafic d'armes, mais le plus simple d'esprit peut frapper avec ses poings, prendre un couteau de cuisine ou se mettre au volant d'un véhicule. Il y a une infinité d'armes par destination et les agresseurs peuvent profiter de l'avantage d'initier la violence, d'autant plus sur des personnes désarmées. Mais pour se défendre, parce qu'il y aura toujours des armes, que vous le vouliez ou non, rien ne remplace une arme à feu. C'est là que se situe la différence centrale entre l'arme par nature, comme un pistolet, et l'arme par destination, un objet détourné de sa fonction pour devenir une arme. On peut facilement remplacer un pistolet par une arme par destination pour agresser, mais l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a pas de moyen alternatif crédible à une arme à feu pour neutraliser seule, aussi facilement, rapidement et efficacement, qui que vous soyez, une grande variété de menaces graves. Une arme à feu vous permet de faire immédiatement face à plus fort et plus nombreux et derrière des obstacles, ce que ne font aucune arme de défense non létale, qui sont en plus, même elles, interdites de port. Même une bombe au poivre. On ne nous désarme pas pour notre sécurité, on nous désarme pour qu'on ne puisse pas se défendre nous-mêmes. Et se défendre l'instant où nous sommes agressés n'est pas une action de justice, comme on l'entend. La justice se rend par nature après l'action. Et si une arme à feu n'est pas remplaçable pour la neutralisation d'agresseurs, elle ne l'est pas non plus pour son grand atout, la dissuasion. Sortir un smartphone ou un sifflet de votre poche ne stoppera pas des agresseurs comme le feront Smith et Wesson. Et non, on ne peut pas avoir un policier derrière chacun, et d'ailleurs, on ne le veut pas non plus. Pourtant, sans honte, on voit régulièrement des personnes se féliciter de la rapidité d'une intervention qui est en fait trop tardive de quelques minutes. Alors la moyenne d'une intervention des forces de l'ordre en France serait de 20 minutes.
quand bien même serait-elle d'une minute, ce serait toujours une minute de trop. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut un policier derrière chacun, car ça alimente une dérive de l'administration vers le contrôle et l'État policier, au détriment des droits naturels, sans pour autant améliorer la sécurité des citoyens, bien au contraire. Alors, pour communiquer sur ce sujet du port d'armes avec des personnes rétives, je vous conseille la patience et la bienveillance. 75 ans de paix sur le territoire, l'urbanisation, la fin du service militaire, les fictions absurdes qui se résument parfois à de la propagande qui justifie le pire au nom d'une certaine idée du bien, la désinformation consciente ou non des médias et la mascarade politique sécuritaire, à grands coups de Karcher et de Menton, ont totalement aliéné la perception des armes dans la population. Quand une personne refuse les faits, quand découvrir un avis contraire lui est insupportable et qu'elle devient agressive, fait la promotion du statut de victime, de la résilience plutôt que de la défense, projette sur les autres des intentions violentes ou renverse la responsabilité de l'initiation de la violence en faisant des criminels les victimes de la société, donc implicitement les victimes de ceux qu'ils agressent, etc. Souvent, ce sont en fait des mécanismes de défense contre ses propres pulsions. Il y a en plus une telle aggravation du décalage entre ce qui est socialement accepté et ce qui est vraiment moral, que cela peut entraîner un grand rejet envers celui qui met le doigt dessus, et ici, c'est vous. Ne réagissez pas agressivement à ces réactions, c'est totalement contre-productif. Il faut être calme, empathique, alors sincèrement empathique et interrogatif. L'exemple concret pour la personne avec laquelle vous communiquez, pour corriger l'image des personnes pro-armes et de leurs intentions, est vous-même. C'est vous qui incarnez la personne qui veut pouvoir défendre sa vie et avoir le moyen réel de le faire. Vous êtes la clé qui ouvrira une nouvelle porte, mais c'est seule que la personne réticente la passera, et avant ça, elle s'accrochera probablement à tous ces lieux communs anti-armes qu'elle doit lâcher d'elle-même, d'où l'importance d'inviter à la réflexion personnelle, avec bienveillance. Comprenez à quel point ça peut être dur de remettre en cause des croyances sur lesquelles se construisent vos rapports sociaux. Et donc, j'en viens à cette liste de lieux communs, et le premier est l'idée que la légitime défense serait interdite en France. C'est bien entendu une idée fausse, et on espère qu'elle restera, mais qui est très répandue, voire même combattue au sein de la magistrature même, mais aussi de l'exécutif ou du législatif. La légitime défense est définie légalement dans le Code pénal par l'article 122.5 et sa présomption par l'article 122.6. Mais il n'est pas étonnant de le penser vu la façon dont sont traités les cas de légitime défense dans une presse partisane. Typiquement, c'est le titre un cambriolage finit mal, là où en fait, une personne a pu, en légitime défense, abattre un criminel qui l'a agressé à son domicile. Personnellement, j'appellerais un cambriolage qui finit mal celui où c'est la victime qui est atteinte, pas le criminel. La proportionnalité d'une défense aussi est souvent incomprise. On entend régulièrement la grosse bêtise qui est d'affirmer qu'il faudrait se défendre d'un agresseur armé d'un couteau avec un couteau, mais le moyen de défense ne doit pas être égal à celui de l'agresseur, mais la réponse doit être proportionnelle à la gravité du danger. Il y a aussi l'idée que les armes à feu seraient interdites en France. C'est faux. Les fameux cow-boys du Far West, leurs armes, elles sont en vente libre en France. Vous pouvez là tout de suite vous commander sur internet une paire de Colt prête à l'emploi. Les armes d'épaule, de chasse, de tir sont juste soumises à déclaration et au fait de posséder une licence et vous gardez les armes même si vous arrêtez l'activité. La détention d'armes de poing, semi-automatiques, de calibre militaire sont autorisées par la préfecture si vous pratiquez le tir et n'avez pas d'antécédents. Les anti-armes confondent souvent la détention courante et le port d'armes très rarement accordé, et très ironiquement, cette confusion montre que leur théorie d'une corrélation entre port légal et violence est non seulement fausse en France, que ça valide le fait que la loi ne désarme que ceux qui la respectent, mais surtout montre que leur argumentation est un résidu de la désinformation de la gauche américaine. Des dizaines de milliers d'armes sont légalement vendues en France chaque année, mais pourtant on entend quand même que les Français n'auraient pas la culture des armes. Il y a plus de 3 millions d'armes enregistrées, un nombre total réel estimé entre 10 et 20 millions, plus d'1 million de chasseurs, plus de 200 000 tireurs sportifs.
Le port d'armes était autorisé de 1885 grâce à une loi libérale pour le commerce à 1935 quand les futurs collaborateurs avec l'Allemagne nationale socialiste l'abolissent. Le port d'armes est encore plus et définitivement restreint à l'approche de la guerre en 1939 et le régime de Vichy instaure la peine de mort pour port d'armes en 1941. Les carabines semi-automatiques et autres fusils à pompe étaient toutefois en vente avec simple présentation de votre carte d'identité dans les supermarchés jusqu'en 1995. Sans compter nos forces armées et forces de l'ordre et leur personnel formé, encore actif ou non, qui représentent des centaines et des centaines de milliers de personnes, et puis notre longue histoire, la tradition armurière de Saint-Étienne. L'idée que les Français n'aient pas la culture des armes est ridicule, mais elle est alimentée, au-delà de la propagande et de la censure, par des lois restrictives inutiles et des choix administratifs pour le moins contestables. On oppose aussi, pour la défense personnelle, l'utilisation de moyens non létaux à l'utilisation d'armes à feu. Déjà, le risque n'est jamais nul et vous n'avez pas plus le droit de les porter qu'une arme dite létale, et quand bien même, elles ne sont souvent pas dissuasives, pas polyvalentes et trop souvent peu efficaces. Elles sont certes utiles pour une réponse proportionnée lorsqu'on est un professionnel, avec des collègues armés en soutien, mais seul pouvoir répondre d'une façon proportionnée et efficace à une agression est un fantasme juridique, et c'est là l'intérêt de l'arme à feu. Si sa dissuasion ne suffit pas à stopper une agression, c'est qu'on en a besoin. Il y a aussi toutes ces promotions de fausses solutions, de tristes gadgets à base d'alarmes, de vidéos dites de protection, qui ne font que filmer l'impuissance à se défendre, ou encore les chiens d'attaque. Drôle d'alternative aussi, neutralisables avec un spray, et on ne les emmène pas au travail dans sa poche. Et tous les autres inconvénients. Mais le pire de ces leurres, c'est à mes yeux le conseil d'apprendre à se battre. Déjà à cause de l'absurdité, la dangerosité, de faire miroiter à des femmes de 50 kilos que ce serait une solution, ou des personnes âgées, ou des gens qui ont autre chose à faire que passer des années à apprendre à taper et recevoir des coups sur un tatami, pour que ça ne serve à rien face à plus forts, plus nombreux ou armés, ou si peu par rapport à l'effort nécessaire. Mais plus encore, c'est dramatique parce qu'au final, c'est de la confrontation physique qui est justement ce qu'on veut éviter, et encore pire, sur le fond, ça légitime la violence, le rapport de force, ce que casse justement l'arme à feu. Ce conseil émane souvent de personnes bénéficiant d'avantages dans le domaine de la violence et du physique, donc généralement des hommes dans la force de l'âge, dont le statut de mâle alpha protecteur perdrait de sa superbe. Non, la voix du guerrier n'intéresse pas tout le monde. Ne vous fiez pas aussi aux vidéos de désarmement scénarisées et répétées 100 fois. La réalité est bien souvent différente, avec des agresseurs pas encore assez débiles pour mettre leurs armes à votre portée et dans la bonne position pour se laisser désarmer. Alors parfois, c'est vous qu'on essaiera de moquer. Typiquement, si vous êtes un homme en affirmant qu'une arme servirait à compenser la petite taille de votre pénis. Cette idiotie est intéressante parce qu'elle démontre la volonté de l'anti-arme d'humilier. C'est encore ici vouloir exercer, alors stupidement certes, mais une forme de pression sociale. Elle permet aussi à votre interlocuteur de s'extraire du débat et d'invalider votre avis si vous vous énervez. Ah, si vous aviez une arme! Indifférence ou clin d'œil suffiront. Le niveau suivant est d'associer les armes et le port non plus à la frustration, mais carrément à la folie et à la criminalité, avec l'idée que vous en seriez complice et que n'importe qui, en cas de port, pourrait de facto sortir armé et commettre des atrocités à l'image de tel ou tel fait divers, là où en réalité c'est les contrôles ou la justice qui ont échoué. Ce que propose l'ARPAC en France est loin des fantasmes. Il s'agit de s'assurer qu'une personne autorisée à porter une arme sur la voie publique pour sa défense ait en amont donné les gages nécessaires qu'elle ne représente pas de danger pour autrui, avec la vérification qu'elle n'a pas d'antécédents judiciaires ou psychiatriques, et en ayant validé une formation équivalente aux forces de l'ordre. Je rappelle, encore une fois, qu'en France, on a déjà le droit de détenir et de transporter les armes qu'on porterait si on le pouvait. J'ai le droit de transporter à travers la France des kalachnikovs, si j'en possède pour le tir, mais je n'ai pas le droit de porter ne serait-ce qu'un revolver de poche pour protéger ma famille. Il n'y a rien à perdre à me donner ce droit. Et l'incarnation très commune de cette peur des détenteurs d'armes instillée jour après jour,
et le fameux voisin fou qui attendrait l'autorisation de la préfecture pour avoir légalement des armes pour enfin agresser, et la solution pour s'en protéger serait de s'interdire soi d'avoir des armes. Dans ce genre de pseudologique, de projection, de et si, il y a la croyance que plus d'armes résulte en plus de morts. C'est encore l'idée que les hommes sont irresponsables. Il n'y a aucune corrélation entre nombre d'armes et criminalité. Jamais aucun nouveau contrôle des armes de par le monde n'a engendré une baisse de la criminalité. Mais attendez-vous à ce que aucune source ne soit recevable si elle ne va pas dans le sens de l'idéologie anti-armes autorisée. N'insistez pas, faire savoir qu'il n'y a pas consensus suffit. Et j'en arrive donc à la reine de la pensée copier-coller, le roi des lieux communs, l'éclatant symptôme de la réussite de la propagande anti-armes par les médias grand public, qui est l'idée que le port d'armes engendrera le Far West comme aux États-Unis. Comme si ce n'était déjà pas le Far West en France. Déjà, ce n'est pas le seul pays avec le port d'armes civil, ne serait-ce que proche de chez nous, en Europe même. La République tchèque, l'Estonie et la Slovaquie l'ont, et ce n'est pas le Far West. Et dernièrement, c'est l'Italie qui fait un mouvement en ce sens. Et puis les États-Unis, ce sont 50 États très différents les uns des autres, sociologiquement, avec des territoires qui ne sont vraiment pas identiques, des lois qui sont différentes d'un État à l'autre pour les armes, et avec des États plus restrictifs que la France, et une criminalité aussi très différente les uns des autres. Les règles changent aussi d'un comté à l'autre, et il y en a 3242. La criminalité n'est même pas homogène d'un quartier à l'autre de la même ville. C'est comme si on voulait, pour l'Europe, accuser les armes légales d'un paysan slovaque des règlements de compte des quartiers nord de Marseille entre bandes rivales avec leurs kalachnikovs illégales. Le Maine a rejoint le club des États américains qui donne le droit à leurs citoyens de porter une arme constitutionnellement. Les opposants anti-armes lui prédisaient bien des malheurs. Il a été élu l'État le plus sûr des États-Unis d'Amérique. Il y a 1000 choses à savoir sur les États-Unis, bien trop pour que cela tienne dans ma vidéo. Mais je voudrais faire une petite aparté sur la façon dont est traité ce sujet de l'Amérique et des armes dans les médias, avec un exemple vraiment significatif, qui est la tuerie de Sutherland au Texas. Il y a quelque temps, un homme est entré dans une église armé d'une carabine AR-15 pour y commettre un massacre. Immédiatement, cela a fait la une sur tous les médias français où 3 messages étaient mis en avant suite à ce drame. 1. C'est à cause de la possession légale d'AR-15. 2. Il faut donc plus de contrôle des armes et les interdire. Et 3. Si c'est pas fait, c'est à cause de la fameuse NRA. Et ça tourne en boucle sur tous les médias pendant 24-48 heures et il passe à autre chose. Seulement, qu'est-ce qu'on apprend 2 ou 3 jours après le drame? Que 1. Le tireur a été mis en fuite par un voisin grâce à son AR-15. 2. Que l'attaquant n'avait pas le droit de s'acheter un AR-15 à cause de violences et qu'il a été renvoyé de l'armée qui n'a pas fait son travail en omettant de transmettre au FBI les informations qui l'auraient empêché d'acheter cette arme légalement. Donc, comme d'habitude, on veut faire des nouvelles lois alors qu'en fait, celles existantes sont suffisantes, mais pas ou mal appliquées. Et enfin, 3. On apprend que le fameux voisin, un héros, est un ancien instructeur de la NRA. Mais ça, votre interlocuteur ne l'a probablement, comme la quasi-totalité des Français, jamais su. Et des histoires comme ça, il y en a des centaines, des milliers, qui sont parfois répétées en boucle, de Columbine à Parkland, où il y a aussi ici beaucoup de choses à dire en passant par des racailles dont on fait des victimes d'un système injuste alors qu'elles ont été abattues en légitime défense. On censure les avis divergents. On ne nous parle pas dans les informations des héros qui ont sauvé des vies et des criminels qui sont stoppés grâce à une arme à feu. Autre exemple qui me revient à l'esprit et plus proche, qui vous parlera peut-être plus. Les médias parlent de plus en plus des accidents de chasse, alors qu'il n'y en a jamais eu aussi peu, qu'il y en a de moins en moins. J'ai eu affaire à des personnes qui, en se basant sur les informations qui passent à la télé, pensaient très sincèrement qu'il y en avait de plus en plus. Votre interlocuteur a des connaissances et l'expérience dans un métier, un loisir quelconque ou un sujet particulier, et ainsi a peut-être constaté que les médias, sur un de ces sujets, racontaient parfois des calembredaines,
et étaient eux-mêmes des auteurs de désinformation. Il serait peut-être bon de lui rappeler et lui demander alors pourquoi il embrasse ainsi inconditionnellement leur traitement du sujet des armes. Il y a aussi une autre croyance tenace, qui est que seuls les policiers seraient capables de porter une arme et de l'utiliser correctement. Déjà, le port de l'uniforme ne donne strictement aucun super pouvoir, et les civils peuvent aussi être formés au maniement des armes et aux règles qu'il est nécessaire de connaître, ce qui est d'autant plus légitime que si on appelle les forces de l'ordre au secours, même si elles sont à bien des minutes trop loin, c'est parce qu'elles sont armées. Ensuite, leur formation et leur entraînement n'est pas toujours ce qu'ils devraient être, au point qu'on parle de honte de notre pays, que la Cour des comptes s'inquiète et que, faute d'entraînement, la moitié des policiers en Île-de-France n'a même pas rempli les critères minimums nécessaires pour le port, et ce sont des critères si bas qui ne représentent même pas au total, en termes de coups tirés sur un an, ce que tire en une seule après-midi un simple tireur sportif, mais à qui on rétorque que ce serait lui le danger avec une arme. Et nous, civils, avons quand même droit à ce genre de petits rappels de la gendarmerie, sous forme de leçons de morale infantilisantes, comme quoi Elsa, cette jeune femme, n'a pas le droit de porter, pour sa défense, ne serait-ce qu'une matraque. Est-elle vraiment plus en sécurité, sans rien pour se défendre, ni personne? La sécurité publique est-elle vraiment améliorée parce que Elsa est sans défense? Prenez quelques secondes pour voir cette vidéo et jugez par vous-même le décalage, alors qu'en France, le territoire est pourri de faits divers horribles, avec des Elsa sans défense qui sont violées et massacrées chaque jour. Alors non seulement un uniforme ne donne aucun super pouvoir, mais aussi il ne donne aucun droit à la vie et à la sûreté de sa personne supérieure aux autres. Mais je ne dois pas faire trop de généralités. En contre-exemple à ce que j'ai dit, la quasi-totalité des gendarmes sont à jour dans leur tir de contrôle, et beaucoup de personnels divers font des stages de perfectionnement, et certains corps sont extrêmement compétents, et ne nous trompons pas de cible. Cela me permet de faire la transition avec la dernière partie de mon oplofomètre. Les forces de l'ordre sont, elles aussi, victimes de l'idéologie anti-armes. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui pousse pour ne plus subventionner la police et de facto lui couper ses moyens, et ne vous y trompez pas, cette idéologie est aussi à l'œuvre en France. Derrière tous les exemples de lieux communs, cette pensée copier-coller orchestrée, ces exemples que je viens de donner, il y a cette idéologie qui veut que l'individu libre et autonome ne soit pas défendu, et bien sûr, et surtout, qu'il ne puisse pas se défendre lui-même. Il est primordial de différencier les personnes qui pensent sincèrement, par méconnaissance, qu'en étant contre les armes, elles seraient contre la violence, de celles qui pensent ouvertement qu'un individu n'aurait pas le droit naturel de se défendre, que vous n'avez pas le droit de défendre votre vie. Ceci est un anti-humanisme. C'est extrêmement grave. Ça justifie toutes les atteintes aux hommes sous prétexte de n'importe quel bien commun imaginaire d'intérêt supérieur à votre vie. Le port d'armes est donc un formidable révélateur de deux conceptions opposées de l'humanité. Celle qui considère que les hommes ne sont pas libres et ne doivent pas l'être, et celle qui considère que les hommes sont libres et sinon doivent l'être, y aspirer. Le consensus sur ce qui est juste est de facto impossible. Les hommes libres sont un danger pour qui pense que se libérer des autres est un crime ou impossible. Quand on en est à ce point où vivre ensemble et le consensus est ni souhaité, ni souhaitable, ni possible, le désarmement légal ne résoudra rien. Mieux vaut simplement se séparer. Les armes, moyen concret de se protéger des autres et de les refouler, révèlent cette opposition. L'accès aux armes est la reconnaissance de ce droit d'être maître de son destin. Alors évidemment, à contrario, penser que l'homme est irresponsable par nature, c'est penser que s'il a un objet qui sert à tuer entre les mains, de facto, il tuera. Rien de tel pour ne pas condamner ceux qui initient la violence, et ça peut être l'intérêt de certains qui voudraient la justifier, ou pour légitimer de porter atteinte à l'intégrité et la volonté de ceux qui veulent se défendre le cas échéant. C'est bien pratique, mais non. Les petites cuillères ne rendent pas gros, les voitures ne deviennent pas folles, les couteaux ne sont pas déséquilibrés, vous êtes responsable de vos actes. Les armes par nature sont irremplaçables pour défendre la vie,
justement grâce à leur capacité unique de neutralisation de ceux qui s'en prennent à elles et qui n'ont que faire de la pensée magique. Alors, pour se dédouaner de ce désir de soumettre l'individu, on peut aussi le faire sur l'État qui seul détiendrait la violence légitime. Mais la violence sur les hommes en elle-même n'est jamais légitime. C'est l'usage de la force qui est légitime ou non. La violence en est le malheureux résultat, pas le but. Il est toujours légitime de défendre sa vie. En donner les moyens est civilisé. On n'initie pas la violence, on s'en défend. Je vous invite à lire le court texte de Marco Claus, un écrivain à ce sujet titré « L'arme à feu et civilisation ». Le principe de subsidiarité consiste à ce que l'autorité ne s'occupe pas de tâches qui peuvent être effectuées à un échelon inférieur. L'administration parle de continuum de sécurité. Les citoyens sont le premier échelon de leur propre sécurité. Il n'est pas légitime de leur confisquer ce pouvoir. Je vous invite à écouter aussi un passage de 2 minutes d'une conférence avec Maître de Montbrial. Le lien est en description. Les États doivent être les servants des peuples et non l'inverse. Un citoyen doit pouvoir s'armer lui-même. Et j'en viens donc à cette idée copier-coller qui veut que ce soit les violents, les fachos qui voudraient des armes pour eux, mais ce n'est pas la nature de la lutte pour le port, bien au contraire. Les personnes légalement propriétaires d'armes sont des personnes respectueuses des lois, sinon d'ailleurs, à moins d'un manquement de l'administration, elles n'en auraient pas le droit. Aux États-Unis, elles sont plus respectueuses des lois que les policiers qui portent des armes et dont le métier consiste à faire respecter la loi. L'idée que des fascistes veuillent que les citoyens aient, sur la base de leur citoyenneté et leur droit individuel de se défendre, le droit aux armes et leur port, est absurde. Les régimes autoritaires désarment les opposants. Faut-il rappeler que Mussolini déclarait que pour le fasciste, tout est dans l'État et rien d'humain ni de spirituel n'existe et a fortiori n'a de valeur en dehors de l'État. L'idée du port d'armes civiles s'oppose par nature frontalement au fascisme et à toute dictature et étatisme. Mais surtout, après plusieurs années de militantisme, je puis vous assurer que la motivation principale des militants pour le port d'armes est très simple. Pouvoir défendre ce qu'on aime. Travestir cette volonté en idée criminelle est tout bonnement dégueulasse. Mais alors, les plus las, les plus lâches, ou les plus maltraités vous diront qu'en s'y soumettant, on évite la violence, que c'est facile. Se soumettre à la violence, pas que physique, n'évite pas la violence. Au contraire, puisqu'elle légitime ainsi le comportement de l'agresseur et du dominant. Ainsi se perpétue le rapport de force, donc la loi du plus fort, donc la décivilisation. Le port d'armes est à la défense individuelle, ce que l'arme atomique est à la défense nationale. Elle permet de stopper les agresseurs aux velléités et elle est l'ultime moyen de se protéger de la destruction si besoin. Porter une arme est la vraie façon de stopper la violence, car c'est le meilleur moyen qu'un individu a de stopper celui qui l'initie à son encontre par la dissuasion ou la force si nécessaire. Penser qu'un individu n'a pas le droit de défendre sa vie et ses biens est la raison d'être opposé à l'accès aux armes. Et je le répète, les armes à feu ne sont matériellement pas remplaçables. Les interdire est de facto entraver notre défense. L'opposition à la détention et au port d'armes pour les individus est une facette de l'opposition au droit naturel. Quand cette opposition est consciente et assumée, elle est un anti-humanisme radical et despotique. La lutte pour le rétablissement du port d'armes n'est pas une fixette de quelques fêlés de la gâchette, comme un député socialiste appelait les détenteurs d'armes. C'est une lutte humaniste. Que l'homme se défende est toujours légitime. Merci d'avoir regardé ou écouté Militer pour le port d'armes avec le Plofomètre. Avant de convaincre, il est d'abord nécessaire de se comprendre les uns les autres. Et c'est pour ça que vous êtes indispensables à la reconquête de votre droit. Il faut absolument rétablir le port d'armes pour les civils. Il ne peut être que rétabli. Pour finir, je vous suggère des écrits sur le sujet de l'accès aux armes et de la défense, une fiche de l'Institut de formation politique disponible en ligne qui synthétise assez bien la question donc de l'accès aux armes et leur usage. Vous trouverez le lien en description.
aux armes citoyens, plaidoyer pour l'autodéfense, qui s'appuie, vous l'aurez compris, sur l'histoire française pour aborder le sujet, le droit de porter des armes de Pierre Lemieux, avec un angle plus libertarien, je crois, toujours disponible en ligne en PDF, l'assez récent et excellent Légitimité de l'autodéfense, avec un angle plus philosophique. À bientôt, et vaillance!